20h45. Filmé pendant 12 ans, le cinéaste Lars von Trier au travail ne fut pas une sinécure. Hakim Forst, pourtant, s'y est risqué. Mr. Fisher, where are you? Europe, it must be. Concentre-toi, écoute ma voix, détends-toi. Tu es en Allemagne, quelque part en Allemagne. Et pourtant, tu te sens comme en pays étranger. Tu sens que ce n'est pas l'Allemagne réelle. Tu viens de pénétrer dans l'univers des films de Lars von Trier. Tu as peur. Tu voudrais te réveiller très vite. Mais quelque chose te fascine. Tu voudrais t'y plonger plus profondément encore. Tu voudrais en savoir plus sur ce monde étrange et sur son créateur. Alors, écoute ma voix. Concentre-toi sur ma voix. Lorsque j'aurai compté jusqu'à 3, tu te réveilleras dans un autre pays. Là, tu pourras entreprendre ta quête. 1, 2, 3. Relève de la garde devant le Palais Royal. Nous sommes réellement à Copenhague, dans le pays de Lars von Trier. Il y a même l'église de marbre de son film The Element of Crime. Pourtant, rien ici ne rappelle l'univers sombre et artificiel de ses premiers films, peuplés de personnages en transe et en état d'hypnose. En 1996, alors qu'il venait pourtant de faire une entrée spectaculaire sur la scène internationale avec le film Breaking the Waves, le réalisateur danois annonçait qu'il se retirait de la vie publique. Nous sommes tout de même partis au Danemark, sachant que c'est ici que nous rencontrerions ceux qui, depuis de longues années, travaillent en étroite collaboration avec Lars von Trier. Impossible donc de trouver à Copenhague un lieu qui ait un lien quelconque avec Lars von Trier et ses films? Non. Voici l'hôpital impérial, le plus grand de tout le pays. C'est ici que von Trier a tourné L'Hôpital et ses fantômes, une série hospitalière bien décalée qui mêle intelligemment soap opera et films d'horreur. Nous ne sommes pas loin de l'Institut danois du cinéma. Son administrateur, ex-directeur de l'école de cinéma danoise, était présent lors de l'examen du dossier d'inscription de Lars von Trier. J'avais dit au comité de sélection, nous ferons forcément des erreurs, mais au moins faisons en sorte qu'elles soient intéressantes. Si c'est une erreur de prendre Lars, elle sera forcément intéressante. Mais ce n'en était pas une, heureusement. Lars était très politiquement incorrect et ça lui a causé des tas de problèmes. Pour beaucoup de gens, il avait une vision presque fasciste des choses. Incorrect au sens où c'était la grande époque du réalisme social. Ça se répercutait aussi sur la façon de tourner les films. Il ne fallait surtout pas employer de trucage, par exemple. C'est avec Nocturne que le public découvrira l'esthétique anticonformiste de l'étudiant Lars von Trier. Son film sera primé au Festival des écoles de cinéma de Munich en 1982. Je me souviens d'un jour où j'avais réuni un groupe d'étudiants réalisateurs de sa promotion pour préparer un atelier avec des comédiens. À un moment, Lars m'a demandé « Il y a un budget qui est prévu pour tout ça, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu « Oui, bien sûr. »
Alors ça veut dire qu'on va travailler avec tant et tant d'acteurs et qu'on a calculé un budget pour chacun d'entre nous. Je lui ai dit, où veux-tu en venir? Et il m'a répondu, j'ai pensé que je pourrais peut-être avoir cet argent pour un cours d'hypnose. Von Trier travaillait avec Gislason, son monteur, et un spécialiste des arts plastiques, Tom Elling, à la caméra. Leur trio était parfaitement rodé. Ils tournaient des films extrêmement sophistiqués où rien n'était laissé au hasard. Des images traumatiques échappées du champ de la conscience dont chaque détail technique était minutieusement préparé. On s'est mis à beaucoup utiliser le storyboard pour mieux contrôler l'esthétique du film. On employait souvent une méthode qu'on appelait le montage géométrique. On avait élaboré toute une théorie. On pratiquait une sorte de scanning oculaire pour préparer tout le montage avant d'aller en salle de montage. On avait des petites aiguilles qu'on plantait dans le premier dessin pour marquer le cadrage permettant d'élaborer le dessin suivant. Un quartier résidentiel à Lyngby, au nord de Copenhague. Peu avant le début du tournage, alors que nous n'y comptions plus, Lars von Trier a accepté de nous recevoir chez lui. Finalement, nous pouvons directement lui poser nos questions. Celle-ci, par exemple. Pourquoi s'est-il détourné du cinéma d'art ambitieux de ses débuts pour tourner une série télé et un mélodrame? J'aime les films étranges, qui semblent venir d'une autre planète, Mars ou je ne sais où. Mais en vieillissant, on a tendance à trouver la réalité plus intéressante. Je dirais que mes films commencent à se rapprocher de la réalité. Il y a une grande différence entre mes films du début et Breaking the Waves, qui est plus proche de la réalité, mais qui, de par son histoire, s'en éloigne aussi beaucoup. Ce film a obtenu le Grand Prix du jury à Cannes et 2 autres prix européens. Il raconte l'histoire de Bess, une jeune femme pieuse et psychologiquement fragile vivant au fin fond d'un village écossais. Elle y épouse Jan, ouvrier sur une plateforme de forage. Mais la romance tourne vite à la tragédie. Bess ne cesse de prier pour que Jan lui revienne au plus vite. Il revient, mais paralysé, suite à un accident de travail. Tout au long de cette histoire au dénouement miraculeux, le spectateur suit Bess au plus près, dans une sorte d'extase cinématographique, filmée en cinémascope avec une caméra à main. Un véritable outrage aux conventions cinématographiques. En contraste, de longs et merveilleux plans panoramiques qu'il faut regarder à 2 fois pour comprendre qu'il s'agit d'images totalement artificielles, souvent créées et animées à l'aide d'un ordinateur. L'idée de Breaking the Waves, c'était de faire transparaître à l'écran le plaisir de vivre et de faire des films. Mes films précédents étaient beaucoup plus techniques. Pour retrouver ce plaisir, il fallait que je me débarrasse de toute cette technique. Je suis sûr que j'y reviendrai un peu un jour, mais c'est comme ça que j'ai voulu travailler cette fois-ci. On a tout laissé tomber et on a juste pris une caméra à main pour être plus libre. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais c'est la décision que j'ai prise. Je me suis longtemps intéressé au mal et à la face sombre de la vie en général et à son esthétique. Maintenant, j'ai envie de me pencher sur l'autre face, qui n'en est d'ailleurs pas si éloignée. This morning when I told you to get a lover, it wasn't for your sake, it was for my sake. Because I don't want to die. I'm afraid. You understand? Yes. It will be you and me, Bess. Do it for me.
No. I can't. Please. You all right? Sure. Le rôle de Bess est inspiré des personnages féminins des films du réalisateur danois Carl Theodor Dreyer, que Lars von Trier admire. Il a tourné un film qui est très proche de Breaking the Waves. Un film sur une femme qui fait un sacrifice et devient elle-même une victime. Mais c'est une femme très forte. Sinon, elle ne serait pas capable de se livrer volontairement à ce sacrifice. Il a fait Jeanne d'Arc et beaucoup d'autres films. C'est toujours un peu la même histoire. Nouveau personnage de femme créé par Dreyer, mais filmé cette fois-ci par von Trier lui-même pour la télévision danoise en 1988. Pour adapter un vieux scénario du Maître, tiré du drame antique Médée, Lars von Trier a renoncé provisoirement au cinéma d'auteur. Si ce Médée porte à l'évidence la patte de Lars von Trier, ses trucages et manipulations chromatiques servent merveilleusement ce portrait sombre et mystique dans la plus pure tradition de Dreyer. Lars von Trier considère Dreyer un petit peu comme un modèle, comme un maître dans le domaine du cinéma. Et quand il a commencé ses études à l'université, et je l'ai eu comme élève, il était un des seuls étudiants qui connaissait tous les films de Dreyer. Il les connaissait presque par cœur. Il les avait vus et revus à la Cinémathèque. Et pour lui, à ce moment-là, Dreyer était vraiment un exemple du réalisateur. Il l'admire d'abord pour son style, un style extrêmement dépouillé, très simple, où on n'accepte aucun compromis. On est extrêmement exigeant vis-à-vis de soi-même d'abord et vis-à-vis de tous ses collaborateurs. Et on ne fait pas du cinéma pour s'amuser. On fait ça parce que vraiment, on a quelque chose à transmettre. Dreyer aussi a fait tous ses grands films à l'étranger. Et lui aussi, il s'est toujours tenu à l'écart de la culture danoise traditionnelle. Dreyer est l'exemple même du grand artiste solitaire et incompris. Il me semble que c'était ça le point de départ pour Lars. Il rêvait de devenir un grand artiste isolé et incompris, mais de renommée internationale. Le film de fin d'études de Lars von Trier s'ouvre sur des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Suit un récit stylisé qu'accompagnent des images à la froideur expressionniste. L'histoire d'un soldat allemand et d'une jeune danoise. Celle-ci, étant entrée dans la résistance, inflige un terrible châtiment à son ancien amant. Det er noget andet nu. Für eine Frau ist es immer was anderes. Comme dans son court-métrage Nocturne, von Trier exploite ici la magie des images fortes mêlées à l'économie de son, tout à fait dans la tradition de ses modèles, les expressionnistes allemands, ainsi que Tarkovsky et Bergman.
Le héros, coupable innocent, rend l'âme, victime non consentante d'un sacrifice. Il entreprend alors une ascension symbolique, anticipation du thème de Breaking the Waves et hommage du jeune von Trier à ses maîtres, Dreyer et Tarkovsky. Les films expressionnistes ont beaucoup influencé mes premiers travaux. Dans Befrieseles Bilder ou Element of Crime, l'influence de Tarkovsky est évidente. Il a fait des quantités de films merveilleux, mais j'aime particulièrement Le Miroir. Je l'ai vu une vingtaine ou une trentaine de fois. Il n'y a pas d'histoire, c'est impossible de dire de quoi il parle. Ничего. Успокойся, ничего. Все будет хорошо. Жалко, что вижу я тебя только когда мне уж очень плохо бывает. Ты меня слышишь? Да? Вот я и взлетела. Что с тобой? Тебе плохо? C'est une expérience fantastique, absolue de voir ce film. Il fait partie des quelques films qui transforment votre vie lorsque vous les voyez. L'esthétique et le langage visuel de Tarkovsky influenceront aussi le premier long métrage de Lars von Trier en 1984. Ce film noir, aussi énigmatique que Le Grand Sommeil de Hawks, se rapproche par ses images de Nostalgia et du Miroir de Tarkovsky. C'est aussi le premier film commun de Lars von Trier et de son fidèle scénariste Niels Furzel. Let's say clumsiness is a principle which we use. There's a special kind of evil around. You can feel it. You've seen the changes everywhere. Believe me, Fischer, the same thing has happened to these people. On travaillait tous les deux dans la même pièce à l'époque, avec une seule machine à écrire. Mais ça n'a jamais été un problème de travailler comme ça avec lui. En fait, on riait beaucoup. Même si la plupart des idées sur lesquelles on travaillait et ce qui se passait dans les films n'étaient pas franchement drôles. La collaboration de Niels Furzel et Lars von Trier sur The Element of Crime fournira le thème de leur prochain film, dans lequel ils joueront aussi les rôles principaux. Epidemic est un film d'horreur d'un genre très particulier, qui traite des difficultés de deux auteurs, Lars et Niels, à écrire en 5 jours un scénario qui leur permette de décrocher des subventions. Von Trier et Furzel ont filmé la plupart des scènes eux-mêmes, un peu comme des amateurs, avec une caméra 16 mm. Les séquences en 35 mm du film sont l'œuvre de Henning Bentsen, ancien grand maître danois de la prise de vue. Von Trier lui-même y joue le médecin héros malgré lui, qui sans le savoir contribue à propager l'épidémie. Furzel et von Trier ont agrémenté la fin du film d'images chocs et d'effets spéciaux à vous faire froid dans le dos. Ils réutiliseront ces séquences d'horreur de série B ou film gore quelques années plus tard, sous une forme édulcorée, dans la série télé L'Hôpital et ses fantômes. Pour L'Hôpital et ses fantômes, on était parti du principe que toutes les idées étaient bonnes à prendre. Montez-le-moi un peu. On va te mettre un nouveau foie. Tout est prêt maintenant.
Je l'avais reçu un foie. Oui, un foie magnifique. Regarde-le. Le commanditaire et inspirateur de la série L'Hôpital et ses fantômes est un chargé de programme de la télévision danoise curieux et courageux, Svend Abrahamsen. Je lui ai dit, on n'a pas beaucoup d'argent, alors il faut produire à très bas prix. Il était très cool. Il a dit, reviens dans une semaine, je te soumettrai 3 idées. Je suis reparti et quand je suis arrivé, les collègues m'ont dit, demandez à Lars von Trier de faire une série pour la télé, quelle idée? Une semaine plus tard, je suis retourné voir Lars. C'était une sorte de jeu. Il a dit, la première idée, c'est que ça se passe dans un grand hôpital. Il y a un fantôme, c'est une petite fille. Je me suis dit, c'est bien, c'est ça, pas besoin d'entendre les 2 autres. D'habitude, quand on dit aux metteurs en scène qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ils essaient d'en obtenir plus. Lui, il a dit, puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent, il faut transformer ça en avantage. Lars est venu me voir et m'a demandé, dis, on doit tourner 7 minutes par jour, tu crois que c'est possible? Alors j'ai dit, je viens de piquer un concept visuel dans une série américaine. Tu prends une caméra à main, une Steadicam avec une longue focale. Tu choisis un comédien, tu le filmes jusqu'à ce que tu en aies fait le tour et tu passes au suivant. En fait, pour toutes les scènes d'angoisse, on posait la caméra sur un pied fixe et pour les scènes normales, on utilisait toujours une Steadicam avec une longue focale. Ce qui est chouette, c'est cette rencontre du brut et du raffiné. Ne t'inquiète pas. C'est pour t'aider que nous sommes venus. Que faites-vous? J'ai peur, qu'est-ce qu'il y a? Le côté raffiné, c'était la Steadicam. Quand il y avait une réunion de tous les médecins, par exemple, ça faisait... Tout ça, c'est une question de rythme, et c'est ce qui me fascinait dans Homicide. Do it fast, write it fast, let things happen. Vas-y vite, écris vite, laisse les choses se faire sur le tournage, je ne donne pas d'indication. Aujourd'hui, il dit, c'est ici qu'on tourne et on ne change rien. C'est l'aboutissement logique de son évolution en tant que réalisateur. Chaque fois que vous vous poussez sur la banquette du bus pour ne pas risquer d'effleurer votre semblable, assis à côté de vous, chaque fois que vous voulez éviter de poser la main sur le mal qui a ôté la vie à un patient, c'est l'angoisse de la vie communautaire. Tout ce qu'il me disait, c'était des choses comme « ne fais pas 2 fois les mêmes gestes et les mêmes mouvements, il faut que le cadreur soit dérouté ». Il ne voulait pas qu'Eric sache comment j'allais me comporter à l'instant suivant. Il disait « je veux que tu commences comme ça et qu'à ce moment-là, tu tapes sur le tableau. En dehors de ça, tu fais tout ce que tu veux. » Lorsque Lars faisait répéter une scène, c'était uniquement pour faire comprendre aux comédiens ce qu'il attendait d'eux, pas pour régler les mouvements de caméra. Bard a raison. Souvent, ils essaient de me piéger. Ils contournaient la table dans l'autre sens ou ne faisaient rien comme prévu. Certains réalisateurs disent « je hais les acteurs ». Lars a bien dû dire quelque chose dans ce goût-là. Mais à mon avis, c'est faux. Pour moi, il y a même beaucoup d'amour de sa part. Ces 2 chiens de chasse, dont l'un s'appelle Trier, sont ceux du réalisateur Morten Arnfred. Ces films ont souvent été primés. Depuis 1992, on le retrouve régulièrement aux côtés de Lars von Trier. Fort de ses nombreux succès et de son expérience, Arnfred s'offre parfois le luxe de travailler dans l'ombre de son jeune collègue. Tout a commencé par un coup de fil de Lars il y a quelques années. Il allait réaliser un gros film publicitaire pour un groupe d'assurance français.
Techniquement, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de comédiens. Il m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main pour les acteurs. Les acteurs ne l'intéressaient pas tellement à l'époque. Il s'est surtout occupé de la partie technique de cette superproduction. Je dirais que cette semaine de collaboration a été une grande source d'inspiration. For me, a very inspiring collaboration during that week. After we finished this commercial, après ça, j'ai reçu un coup de fil de Zentropa, la société de production de Lars. Ils m'ont demandé si je voulais l'aider à tourner la série L'Hôpital et ses fantômes. J'ai hésité un moment, mais j'ai finalement accepté, car notre précédente collaboration avait été très productive, bien que nous soyons très différents. How did it work, this cooperation? Well, it worked quite well, actually. It was a Ça s'est très bien passé. C'était aussi une super production avec beaucoup d'acteurs. C'est difficile de dire qui faisait quoi, on faisait un peu tout ensemble. Lars s'occupait de certains acteurs, moi des autres. Mais c'était son film, son histoire. Il avait tout inventé. Et je savais très bien quelle était ma place dans cette collaboration. Le problème avec Lars, c'est qu'il a des phobies. Le tournage se déroulait à l'hôpital de Copenhague, un bâtiment de 11 étages. Il y mettait rarement les pieds. Lars déteste les hôpitaux. C'est pour ça qu'il a situé sa série dans un hôpital. À mon avis, ces films sont un moyen de combattre ses phobies. On a donc fait cette série ensemble et notre collaboration s'est poursuivie avec Breaking the Waves. Nous avons travaillé en étroite collaboration pour tout le casting. Nous sommes allés en Angleterre pour faire des recherches. J'ai tourné de nombreuses scènes de Breaking the Waves. Lars était tout simplement absent. Il ne prend jamais le bateau ni l'avion, alors comment l'imaginer sur une plateforme de forage? Pour Lars, j'étais une sorte d'outil sur Breaking the Waves. J'étais là pour tout organiser, pour que tout se passe bien. Ce qui est bien le travail d'un assistant réalisateur. I thank you for Jan. I'm so lucky to have been given these gifts. But remember to be a good girl, Bess. For you know I giveth and I taketh away. What? I didn't mean it like that. Yes. I'll be good. I'll be really, really good. C'est une femme et une actrice formidable. Mais je ne pense pas qu'elle serait arrivée là où elle en est maintenant s'il ne l'avait pas un peu manipulée. Je me souviens de sa première scène de sexe qui était très difficile. Elle était très inquiète, comme toutes les femmes. Je l'ai appelée le soir même, après avoir vu les rushs, et je lui ai dit « C'est vraiment bien, ne t'en fais pas ». Le lendemain, sur le tournage, Lars était furieux. Il s'est jeté sur moi en hurlant « Ne refais jamais ça ». Je ne voyais pas ce qu'il voulait dire et il m'a dit « Ne dis plus jamais à une actrice qu'elle était bien ». Si j'ai quelque chose à dire, je le fais. C'est à moi de décider si elle joue bien ou pas. Et si je la fais douter en agissant comme ça, c'est intentionnel. Je veux la déstabiliser parce que c'est aussi un moyen de la faire jouer comme je le veux. Elle s'est tellement ouverte.
Elle s'est abandonnée entre mes mains. Les acteurs de Breaking the Waves étaient tous très jeunes et ils n'avaient aucune difficulté à partager avec les autres acteurs. C'était une grande expérience. Normalement, j'ai beaucoup de mal à travailler avec les actrices. Il y a sans arrêt des disputes. Et cette fois, c'était différent. Je dirais que Lars s'est réinventé lui-même. Il a abandonné sa façon de raconter une histoire avec idées et de belles images pour faire un film avec son cœur, et il fallait le suivre. Le fait que la caméra soit si proche nous obligeait à une discipline formidable. Il fallait être honnête, il fallait que ça fasse vrai. C'est ce qui comptait le plus pour lui. L'émotion était au centre du film. Lars se fichait des images et du reste. Il voulait qu'on fasse des erreurs, qu'on se trompe. Il disait toujours, il n'y a pas de continuité dans ce film. On jouait les scènes les unes après les autres, tout simplement. C'était probablement un avantage pour moi de n'avoir jamais fait de film avant. Je n'avais aucune technique, je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas utiliser des artifices. Tout est relié dans l'histoire et ça montre bien que dans la tradition de Lang, dans la tradition de Duvivier, dans la tradition de tous les grands metteurs en scène pendant ce siècle, que c'est l'histoire et comment on raconte l'histoire qui est important. C'est ça qui nous sépare des Américains qui sont maintenant tellement bien dans leur machine de production et d'économie et de faire des fortunes. Ils ont perdu cette habilité, cette originalité de raconter une histoire. Das ist nicht meine Sache zu beurteilen, ob Lars ist ein echt religiöser Person. Aber ich meine, ce n'est pas à moi de juger si Lars est vraiment religieux. Pour moi, il met tout ça dans une grande marmite. La religion, l'occultisme, l'érotisme, tous les éléments humains et spirituels. Et ça devient de l'art. Nous possédons toutes sortes d'équipements techniques qui sont financés par les spots publicitaires que nous produisons. C'est ce que nous appelons l'effet Robin des Bois. Nous prenons l'argent des riches, des gros industriels. Et il y a un deuxième effet Robin des Bois. Nous prenons l'argent du réalisateur riche, qui est Lars von Trier, pour le réinvestir dans de jeunes réalisateurs. Nous avons créé cette société en 1992, Lars et moi, et nous détenons chacun 50% des parts. Nous avons commencé à travailler ensemble en 1988 sur le film Europa. Nos premières subventions, nous les avons obtenues en France et en Allemagne. Et c'est avec cet argent-là que nous avons forcé les institutions scandinaves à aider leurs propres réalisateurs. Au Danemark et en Scandinavie, personne ne voulait travailler avec Lars à l'époque. Les producteurs ne le trouvaient pas assez danois. Il était arrogant et il ne mâchait pas ses mots. Il leur faisait peur. Quand on s'est retrouvé à Cannes avec Europa, Lars avait déjà une certaine renommée. Des quantités de producteurs européens et américains l'ont contacté, mais comme c'est quelqu'un de très fidèle, il leur disait « D'accord pour travailler avec vous les gars, mais c'est Peter et moi ou rien ». Son attitude m'a profondément ému. Mais que voulez-vous que des producteurs de cette envergure fassent d'un idiot comme moi? Du coup, ça n'a rien donné et nous avons dû monter notre propre société. Nous l'avons appelée Zentropa, comme la société de wagon-lit du film. Du wirst durch Waggons geführt, von denen du nicht einmal wusstest, dass sie existieren. Europa raconte au travers d'images souvent artificielles, cauchemardesques et associatives, la sombre histoire de Léo, idéaliste américain. Il est venu offrir son aide dans une Allemagne dévastée par la guerre.
Avant de réduire ses moyens techniques au maximum dans Breaking the Waves et L'Hôpital et ses fantômes, von Trier décline ici tous les registres de sa virtuosité, mêlant le noir et blanc et la couleur, et maniant avec raffinement la projection par transparence. Les merveilleuses prises de vue en noir et blanc sont l'œuvre de l'un des derniers grands maîtres de la lumière, Henning Benson. Pour cette œuvre postmoderne et le plus sophistiqué de ses films, Lars von Trier s'est offert les services du dernier directeur de la photo de Dreyer, son modèle. Wirst du mich heiraten? Bitte. Yes. Nimm hin den Ring ehelicher Treue, im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit. Lars est exceptionnellement doué. Il a un sens du cinéma que Dreyer n'avait pas. Dreyer connaissait si peu la technique qu'il était incapable de nous dire ce qu'il voulait lorsque nous tournions. Lars, lui, connaît parfaitement chaque effet. Il sait comment l'exploiter. Les liens entre Dreyer et Lars von Trier sont nombreux. En guise de remerciement, Karl Dreyer avait offert ce smoking à Henning Benson, qu'il a offert à son tour au plus grand admirateur du maître. Un congrès a réuni par hasard les 3 générations de directeurs de la photographie de Lars von Trier. Benson, Robbie Muller, qui a travaillé sur Breaking the Waves, et Eric Kress, engagé pour L'Hôpital et ses fantômes. Chaque génération doit inventer quelque chose de nouveau pour garder son public. Lars fait de la publicité. Ça lui permet d'expérimenter de nouvelles choses. Comme dans ce film publicitaire pour le quotidien danois de la presse à scandale, Extra Bladet, pour lequel il a reçu un prix. Mais Extra Bladet n'a pas hésité à exploiter sans vergogne la vie privée du réalisateur avant de lui offrir une jolie somme pour réaliser d'autres spots. Von Trier, très habile, a repris l'odieux personnage de L'Hôpital et ses fantômes, le médecin suédois Dr Helmer. Cette fois-ci, ce sont les Danois et leur cher Extra Bladet qu'ils bombardent d'injures. Trier wurde sehr bekannt, aber nur Von Trier est devenu très célèbre. Pourtant, assez peu de gens ont vu des films comme Europa ou The Element of Crime. Mais ensuite, il y a eu L'Hôpital et ses fantômes et Breaking the Waves. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé son style, ce mélange d'éléments populaires et élitistes, avec toujours une pointe d'humour. Nous sommes toujours à Copenhague. De nuit, sous la pluie, la ville a quand même un petit quelque chose des premiers films de Lars von Trier. Au cours de notre quête, nous avons découvert des choses intéressantes et des pistes que nous n'avons pas pu suivre. Comme ce projet passionnant intitulé Psychomobile, mis en scène par le réalisateur Morten Arnfred en 1996, alors que Copenhague était la capitale culturelle de l'Europe. Lars von Trier et Niels Furzel avaient écrit le concept dramaturgique de ce jeu de rôle improvisé qui devait durer 2 mois.
50 comédiens s'étaient retrouvés à l'époque dans un théâtre de Copenhague pour jouer en direct ce soap opera qui se situait entre Twin Peaks et le soap allemand familial Lindenstraße. Nous avons appris bien des choses au cours de cette semaine, mais pour nous, Lars von Trier n'a rien perdu de son mystère. Fidèle à son père spirituel, Karl Dreyer, Lars von Trier reste un solitaire. Concentre-toi sur ma voix. Ta quête dans les profondeurs de l'univers cinématographique de Lars von Trier n'est pas encore à son terme. Tu la poursuivras un jour, guidé par ma voix ou par l'un de ses films. Mais tu peux retourner dans ton propre monde à présent, dès que tu le voudras. I want to wake up now. Are you there? You can wake me up now. 1, 2, 3. Réveil à Copenhague 1 an et demi plus tard, en août 1998. Depuis, Lars von Trier a sorti un nouveau film, Les Idiots. Pour le tourner, il a suivi à la lettre les principes de Dogma 95, le manifeste qu'il avait publié 3 ans auparavant. Ce nouveau séjour va nous permettre de rendre visite à quelques-uns de ses collaborateurs, et encore une fois à Lars von Trier lui-même, bien sûr. Au Danemark, Les Idiots, son film Dogma, est sorti en même temps que celui de son jeune collègue Thomas Winterberg, Fête de famille, estampillé Dogma 1. Sur l'affiche des Idiots, le nom de Lars von Trier n'apparaît pas. Seulement 12 petits points, mais tout le monde ici sait ce qu'il cache. Retour dans le quartier de Lyngby. Depuis la dernière fois, Lars von Trier s'est fait construire à côté de sa maison actuelle, qu'il n'aime pas devoir quitter pour des raisons professionnelles, une maison bureau. C'est là qu'il reçoit ses visiteurs, visionne des vidéos et écrit. Von Trier est en train de finir le scénario de son prochain film, une comédie musicale avec la chanteuse Björk. Titre provisoire de sa première coproduction américaine, Dancer in the Dark. Mais pour le moment, le Danemark parle encore des Idiots et de Dogma 95, le curieux manifeste sur lequel repose son dernier film, ainsi que tout un mouvement artistique. Tout ce que je peux dire, c'est que ce manifeste apparaissait comme une évidence à l'époque. Il est clair pour moi que l'on doit mener une réflexion sur le cinéma aujourd'hui. Et ce manifeste est un moyen comme un autre de la provoquer. En 1995, Lars m'a téléphoné et m'a demandé « À quand remonte le dernier manifeste sur le cinéma ?» Je lui ai dit « Un manifeste sur le cinéma, c'était peut-être bien le manifeste d'Oberhausen. » Et il m'a répondu « Oui, c'est bien ce que je pensais. On devrait peut-être en faire un nouveau. Je t'en enverrai une copie. » Les 10 règles du vœu de chasteté prononcées par les auteurs de Dogma 95 sont les suivantes. Tournage en décor naturel uniquement, pas d'accessoires. Son d'origine uniquement. Caméra à main uniquement. Film couleur uniquement, sans lumière artificielle. Format standard 35 mm uniquement. Pas de procédé optique, pas d'action superficielle, meurtre, armes, etc. Pas de transposition dans un autre lieu ou dans un autre temps. Le film se passe ici et maintenant. Pas de film de genre. Le nom du réalisateur ne doit pas apparaître. La plupart de ces règles sont comme les 10 commandements. Elles sont impossibles à respecter. Mais on peut au moins s'interroger et peut-être en tirer quelque chose. Quand on dit qu'il ne doit pas y avoir de dramaturgie dans le film, c'est tout à fait impossible à tenir. Dès que vous associez 2 scènes, il y a une dramaturgie. L'important, ce sont les intentions qui sont derrière. C'est pareil pour l'anonymat de l'auteur. Pour Les Idiots, nous l'avons respecté, mais ça n'empêche pas qu'au Danemark, tout le monde sait que c'est moi qui l'ai fait.
Même pour un truc complètement anarchique qui ressemble à un film amateur entièrement improvisé comme Les Idiots, c'est toujours le grand Lars von Trier qui tire les ficelles là-haut. Exactement comme pour Europa. Je crois que Peter Schepelern a raison, dans la mesure où ces règles ont été faites essentiellement par moi et pour moi. Je me suis toujours fixé des règles pour mes films, aux différentes périodes de ma vie. Ce sont des règles qui sont faites pour moi, parce qu'il y avait dans ma façon de travailler des choses que je voulais à tout prix changer, et d'autres que je voulais m'interdire de faire. Je pensais aussi que ce serait intéressant de les exposer afin de connaître la réaction d'autres réalisateurs. Nous rencontrons le jeune cinéaste Thomas Vinterberg, co-auteur avec von Trier du Manifeste de 95. Leurs deux films, Dogma, ont concouru ensemble au Festival de Cannes 98, ce qui apparaît comme une reconnaissance publique pour Dogma 95. Fête de famille, le film de Vinterberg a par ailleurs remporté le prix du jury. On avait des avis complètement différents sur beaucoup de points, mais la discussion ne s'est jamais interrompue. On se parlait pendant des heures au téléphone, on argumentait, il m'a fait lire son scénario. Le dialogue était toujours très intense, mais dès que le tournage a commencé, nous ne pouvions plus parler autant parce que nous étions trop occupés. Mais le dialogue s'est poursuivi avec les acteurs. L'esprit de Dogma 95 était très présent. Pour moi, toute cette idée de dogma est très délicate, car elle se situe à mi-chemin du sérieux et du jeu. Il est parfois difficile de faire la part des choses. Pour moi, Dogma est un projet très sérieux, bien qu'il n'apparaisse pas toujours comme tel. Je le prends très au sérieux. Ce serait stupide de perdre son temps à faire des choses qui ne sont pas sérieuses. La vie est trop courte. Pour l'instant, il y a 4 films Dogma. Je ne sais pas si d'autres réalisateurs vont se joindre à nous. En tout cas, les gens commençaient à en parler à Cannes. Ici, il y a déjà une littérature Dogma, une architecture Dogma. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Je l'ai juste lu dans quelque chose de tout à fait officiel. Les gens emploient ce mot à toutes les sauces, mais je doute qu'ils sachent vraiment ce qu'il signifie. S'il s'agit d'artistes, peut-être qu'ils sauront le rattacher à l'idée de revenir aux choses basiques. Mais tous les autres se disent « Ah, ça doit vouloir dire que c'est pas cher ». Et du coup, au lieu de dire pas cher, ils disent Dogma. Dans un restaurant très chic de Copenhague, Karen, une jeune femme douce, observe une scène insolite dans laquelle elle va bientôt être impliquée. Ainsi commence Les Idiots, le film Dogma de Lars von Trier. En dépit des règles strictes, Les Idiots est un véritable film d'auteur. Von Trier a écrit son scénario en 4 jours, seul dans un hôtel, dans un état d'ivresse créatrice ou d'écriture automatique. Tourné comme un documentaire, il reproduit les imperfections d'une vidéo amateur. Von Trier a réalisé plus de 80% des scènes lui-même, avec une petite caméra vidéo numérique. Mais comme dans la majorité de ses premières œuvres, l'histoire oscille entre humour, ironie et démence. C'est le premier film que ma famille a aimé. Ils l'aiment tous. C'est enfin ce qu'ils attendaient. Un film humaniste, même un petit peu politique, un peu de gauche et un petit peu provocateur, mais dans le bon sens. Très politiquement correct, en sorte. C'est son film le plus réaliste.
En plus, il l'a tourné à Søllerød, dans la banlieue de Copenhague, là où il habite et où il a passé toute sa vie. Il a essayé de poser un regard satirique sur sa région et sur son époque. Pour moi, c'est une tentative très intéressante d'entrer petit à petit, par le biais du documentaire, dans le réalisme des temps modernes. Karen, la jeune femme du restaurant, sait maintenant ce qui se passe. Les idiots sont des jeunes gens qui ont décidé de provoquer la société bourgeoise en simulant la débilité. Ici, Stoffer, le chef de la bande, chasse d'un gros canular le fonctionnaire municipal venu leur proposer de l'argent pour débarrasser les lieux. Stoffer dit au fonctionnaire que l'un d'entre eux, qui vient d'uriner sur sa voiture, a besoin d'un électrochoc. Il s'empare alors des pinces crocodiles qu'il branche sur la batterie de la voiture. Mais bientôt, chez Stoffer lui-même, la frontière entre provocation et véritable démence n'est plus très claire. Nous voici avec Jens Albinus, qui joue le rôle de Stoffer, un an après le tournage des Idiots. Nous sommes à la recherche du premier lieu de tournage du film, le restaurant Søllerød Kro, situé dans l'une des zones résidentielles les plus chics et les plus chères du Danemark. Albinus a été chargé par la production de remettre une cassette du film au propriétaire de ce restaurant de luxe. Hej. Jeg har et brev med et lille bånd til Finn Kæler. There's a double project in the film, the Dogma Principle and the project. Il y a un double projet Dogma dans ce film. D'un côté, sur le plan de la fiction, on a ces gens qui décident de passer un certain temps ensemble et de réaliser un projet, celui de faire quelque chose de complètement idiot. Ils essaient de se limiter et de limiter leurs possibilités dans l'espoir d'en tirer quelque chose de nouveau. De l'autre côté, en dehors du cadre de l'histoire, quelques personnes se sont regroupées pour élaborer un dogme. Ces gens se sont dit, nous allons faire un film dans lequel nous allons essayer de nous limiter et de limiter nos possibilités afin justement de ne pas faire ce que nous savons faire. Von Trier connaît tous les trucs imaginables pour créer, contrôler ou structurer quelque chose. Et là, il observe ce qui se passe, il essaye de raconter une histoire en réduisant ses moyens au maximum. La provocation n'est pas seulement chez ces jeunes qui s'amusent à choquer le bourgeois. Elle est aussi dans le fait de vouloir raconter une histoire de cette façon. Das ist die Provokation. Le groupe en excursion, fin de la visite de l'usine. Hey, hey, hey! Jeg tror ikke, det er en god idé, det der. La joyeuse anarchie qui sous-tend les actions des idiots s'apparente plus au mouvement anarchiste des années 70 qu'à l'action politique organisée du mouvement étudiant dans les années 60. L'impétueux Stoffer joue le rôle de catalyseur. Il est l'homme fort de la bande, une sorte de Staline qui veille à maintenir un désordre permanent dans la dynamique de groupe des idiots. This is more or less the function of Lars during the shooting. Lars avait à peu près la même fonction pendant le tournage des Idiots. Faire en sorte que les événements se radicalisent en permanence. Outrageous that would bring forward something else. The myth of the whole thing is
C'est le grand mythe du roi d'un jour. Ce jour-là, on est le roi, et évidemment, on se sent merveilleusement libre. Et puis, ça s'arrête, et tout d'un coup, on se sent affreusement triste. Je ne sais pas si vous avez lu son journal. À un endroit, il écrit « Comment ai-je pu espérer un instant parvenir à atteindre un jour une quelconque proximité avec ces gens-là » Mon personnage suit la même évolution d'une certaine façon. C'est un autre point commun entre Lars et lui. Stoffer est aussi celui qui tire les ficelles, mais d'une certaine façon, il est incapable d'entrer dans l'univers des autres. Il est beaucoup trop absorbé par lui-même et par ce qu'il ressent, la haine ou autre chose. Lorsque les autres membres de la bande prennent seuls l'initiative de recevoir un groupe de vrais handicapés mentaux, Stoffer ne supporte pas l'attendrissement et la joie de ses compagnons. Pour lui, tout ça n'est que de la sensiblerie. Quand j'étais enfant, j'étais toujours le meneur de jeu. À chaque fois, mes copains venaient me demander à quoi on allait jouer ce jour-là. Alors je disais, on n'a qu'à faire ça. Et ils répondaient tous en chœur, ouais, super. Ils commençaient à jouer, et au bout d'un moment, ils changeaient de jeu. J'avais perdu tout contrôle. J'étais furieux. C'est très frustrant quand les autres cessent brusquement de faire ce que vous leur dites de faire. Mais c'est aussi une grosse responsabilité. Et ce n'est pas très agréable de ne pas pouvoir jouer avec les autres. C'est exactement ce qui se passe pour le metteur en scène. C'est terrible quand tout à coup les acteurs refusent de coopérer. Dans la même séquence, Stoffer parvient finalement à reprendre les commandes en s'emparant de l'appareil photo. Il prendra lui-même la photo de groupe avec les handicapés alors qu'il trouvait cette idée ridicule. Henrik, han har et kameratryk. Kan du tage et billede af? Jo! Kom her, vil du ikke holde ham i hånden, så bliver han utrolig glad. Okay. Hvor er I gode alle sammen. Bortset fra dig, Henrik. Du skal også smile. J'ai parlé à un écrivain danois, Klaus Richberg. Il a vu tous mes films et il a lu beaucoup de scénarios. Il dit qu'on peut classer les auteurs dans différents groupes. Il me range parmi ceux dont les personnages reflètent une partie de la personnalité. D'après lui, c'est tout à fait évident dans Les Idiots que Karen et Stoffer sont deux parties distinctes de moi. En idiot, det er fremtidsmenneske. Hvis man kan finde den idiot, som er lige præcis ens egen idiot. Miguel, ikke? Han er en glad idiot. Det er fordi, han er en glad mand. Der er jo nogen, der rigtig er syge. Det er jo synd for de mennesker, der ikke har forstand ligesom os. Så hvordan kan man så forsvare og spille idiot? Det kan man heller ikke. Lars a une personnalité vraiment très forte. Parfois, quand on arrivait sur le lieu du tournage, on pouvait deviner son humeur, même s'il était de l'autre côté du mur. C'était lui l'interprète du projet. Quand on était perdu, on avait tendance à le regarder parce qu'on savait très peu de choses. On dépendait tous énormément de lui. Tout le monde connaissait le scénario, mais c'était vraiment son scénario. On voyait tous qu'il savait parfaitement ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Lui seul avait la clé pour décoder tout ça.
Extase cinématographique. C'était tellement beau que j'en ai pleuré en tournant, et aussi en rentrant à la maison. Ainsi, je me suis trouvé brusquement dans un état d'exaltation, et tout d'un coup, la peur. Peur de mon talent. Lorsqu'on réussit une scène comme celle-là, c'est pour cela que je parle d'extase, on est soudain saisi d'une peur. Peur que dans un accès de rage, un point énorme descendu du ciel vous écrase instantanément comme un moucheron. Je me suis dit, maintenant c'est sûr, je vais attraper un cancer, je vais sûrement attraper un cancer. Comment pourrait-il en être autrement quand on est allé aussi loin? L'avantage d'un journal, c'est que tout ce qui vous a traversé l'esprit est dedans. Ce serait fantastique de pouvoir lire un journal écrit par Bergman ou d'autres gens que j'admire. Ça me permettrait de savoir pourquoi il a fait ci ou ça, ce qu'il a dit à ses comédiens. C'était donc le projet que je m'étais fixé. Tous les jours, je m'enregistrais avec un petit magnéto. Et puis le tournage provoquait parfois des réactions émotionnelles incontrôlables. Je suis relativement timide, c'est vrai, mais je suis aussi très direct dans mes propos, surtout en privé. Or là, il s'agissait d'un dialogue avec moi-même. Comme je suis aussi quelqu'un d'assez têtu, j'ai respecté la règle que je m'étais fixée au départ, ne rien changer au texte. Je ne l'ai donc jamais relu avant sa publication. At Stoffer, han skal bestemme, hvad vi skal lave. Fordi han har fødselsdag. Gruppeknald. Nej, prøv at høre, der er billedlotteri, og vi kan lege flaske. Gruppeknald. Ja, det er jeg på. Gruppeknald. Sous l'influence de Stoffer, la fête d'anniversaire des idiots se transforme vite en une joyeuse débauche et en thérapie de groupe peu ordinaire pour les comédiens. C'était une expérience très étrange. Je crois que tout le monde était prêt mentalement pour les scènes porno et pensait qu'il fallait les faire. Mais quand il a fallu s'y mettre effectivement, c'était pire que l'Everest. On en est ressorti épuisé. Mais je suis persuadé que ça a beaucoup contribué à renforcer le sentiment de groupe, ce qui a énormément facilité les choses ensuite. Parallèlement à cette joyeuse partie de Jambes en l'air, von Trier montre le rapprochement en douceur de deux membres de la bande, Joséphine et Jeppe. Cette rencontre érotique est bien plus qu'un jeu, une thérapie. En libérant les idiots qui sont en eux, ils parviennent à surmonter leurs complexes et leurs blocages. Cette scène d'une grande intensité témoigne de l'intuition et de la sensibilité avec lesquelles Lars von Trier aborde ses personnages dans Les Idiots. Von Trier s'est offert une petite pointe d'ironie et de satire avec ce clip vidéo des Idiots qui annonce la musique originale du film alors qu'elle n'y apparaît à aucun moment. It has another importance, and that is to show Le deuxième message important, c'est que l'on peut très bien raconter une histoire avec un budget de production beaucoup moins élevé. Il suffit d'avoir quelque chose à dire. Je pense que c'est ce que Dogma 95 a apporté à l'industrie cinématographique. You're a lady, I'm a man. You're supposed to understand how these things are often planned to be. What happened for me? Ce qui s'est passé pour moi? J'ai 2 fils maintenant, des jumeaux.
Vous avez de quoi écrire? Voici de quoi lire. Les cinémas d'Europe du Nord et le journal de tournage des idiots. Info sur Minitel ou Télétexte, page 470. Et pour ce qui est de voir, Breaking the Waves et Europa sont édités en VHS et en français. Info sur Minitel, Télétexte page 115 ou par courrier à la 7 vidéo.